Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent encore une fois ce soir. Vous êtes nombreux, vous êtes 10 sur le live, donc waouh, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte que cette petite communauté de suiveurs, de followers augmente encore et encore parce que nous avons à cœur avec ma sœur de cœur, Nathalie, de faire passer des messages le plus possible à plein de monde possible. Je me présente pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette émission, petite série La mort dans l'assiette, série de 10 épisodes. Vous pouvez voir les précédents sur YouTube et puis les suivants, je vous dirai à la fin quand est-ce que vous pourrez les voir en direct. Je suis Gaëlle, j'ai 43 ans, j'habite à côté de Cahors dans le Lot. Je suis praticienne enseignante en médecine holistique. Je travaille dans le marketing de réseau aussi parce que j'ai couplé en fait les produits que j'utilise avec ma pratique. Et je travaille avec ma sœur de cœur, donc comme j'ai dit tout à l'heure, Nathalie Guillaumard, qui va elle aussi se présenter. Et ben moi, donc comme Gaëlle vous l'a dit, bonsoir tout le monde tout d'abord et merci d'être présent. Donc moi j'habite en Bretagne, j'ai 54 ans, je suis dans tout ce qui est le domaine du soin depuis de nombreuses années puisque j'étais d'abord enseignante avant d'être praticienne de médecine chinoise, praticienne enseignante de Reiki et maintenant praticienne enseignante en médecine holistique qui regroupe tous ces enseignements. Et je fais aussi du marketing relationnel puisque ça fait partie pleinement de cette activité et c'est indissociable. Exact. Yes. Donc ce soir, nous allons vous parler du très sexy E171. Oh yes. E171, ben vous le connaissez tous, c'est dioxyde de titane, on en a quand même pas mal entendu parler pour ceux qui regardent les journaux, qui lisent la presse, etc. Alors, c'est quelque chose qui est naturel, hein. À l'origine, ce sont deux atomes d'oxygène combinés avec un atome de titane. OK ? Donc, on le retrouve dans la nature, c'est un minéral, hein, on retrouve ça dans des minéraux, mais il est produit uniquement de façon industrielle. Il va falloir l'extraire. Donc, il y a deux types d'extraction, un qui est au sulfate et un au chlore. Et il faut savoir que c'est le procédé au chlore qui est le plus utilisé. Je vous rappelle que chlore, c'est Javel, hein. Ça donne envie? Oui. Donc là, le tableau le montre bien au niveau des productions. Donc, en fait, les deux procédés diffèrent dans le sens où c'est qu'on va utiliser le procédé au sulfate dans des minéraux qu'on appelle les ilménites qui contiennent au moins 45% de dioxyde de titane. Mais à partir du moment où on tombe sur des minéraux qui en contiennent au moins 95, comme les rutiles, alors je ne suis pas une géologue, hein, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur cette thématique, vous irez regarder sur Internet, qui est votre ami. Donc là, on va utiliser du chlore, uniquement pour l'extraire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que même si c'est naturel, on le trouve que sous forme de minéral, de cailloux, en fait. Donc, moi, je me suis à nouveau posé la question, mais qui mange des cailloux? Quelle idée a-t-on encore eu d'utiliser du caillou dans l'alimentation? Donc, je vous ai épargné les images fort désagréables que j'avais découvertes il y a quelques mois à Ouais. propos d'un autre sujet sur la même question de qui mange des cailloux. Donc, à voir hein, les replays, hein, faites-vous plaisir. Et j'avais trouvé une image, parce que c'est une vraie maladie, il y a des gens qui mangent des cailloux, et ça m'avait profondément, je ne sais pas comment dire, écœurée. Et évidemment, quand j'ai fait des recherches, je suis retrouvée dessus aujourd'hui. J'ai dit non, je ne vais pas la leur remettre quand même. Je vais prendre autre chose. Donc, vous avez une jolie image de dioxyde de titane. Ça fait joli comme ça, de prime C'est très abord. beau. Ça fait Mais assez. moi, perso, j'ai pas envie de le mettre dans ma bouche, Moi non plus. par contre. Enfin, Non, moi non plus. Surtout quand on va voir la suite. Alors, le dioxyde de titane est utilisé parce que c'est un colorant blanc. Donc, le but du jeu de ce colorant blanc, c'est qu'il a une particularité, il va absorber les ultraviolets. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rend plus blanc que blanc. c'est comme Momo. C'est comme Momo. C'est comme Momo. C'est pareil, ça fait plus blanc que blanc. Voilà. Donc, c'est un opacifiant.
C'est ça qui est important, c'est pour ces qualités-là qu'on l'utilise. Donc, ça va être un opacifiant. Et moi, ce que je tiens quand même à souligner, encore une fois, c'est que à partir du moment où on extrait un produit avec du chlore, il y a forcément quelque part du chlore qui traîne. Il ne faut pas me dire que ah ben non, on n'a plus. Oui, oui, oui. Moi, ça me dérange. Voilà. Donc, j'ai découvert que cet additif était enfin sous le coup d'une suspension d'utilisation d'1 an reconductible. Il n'est pas interdit. Ça veut dire qu'on se donne 1 an pour savoir si on va l'interdire. Donc, il est suspendu pour l'usage dans les denrées alimentaires. Cette suspension date du 17 avril 2019, mais elle n'a été effective qu'au 1er janvier 2020. Ce qui est bien, c'est que les industriels ont pu écouler leur stock. C'est quand même cool pendant ce temps-là. On n'a pas dit c'est dangereux, on l'arrête tout de suite. Du coup, Et tu n'as pas eu d'infos, puisqu'on est le 20 janvier 2021, tu n'as pas eu non, d'infos sur sa reconduction? non, pas vraiment encore. J'ai rien trouvé. D'accord. C'est encore en débattation. Ok. Alors moi, c'est ça qui m'affole, c'est qu'on sait pertinemment que le produit est dangereux puisqu'on va quand même le suspendre, l'interdire dans les denrées alimentaires, mais c'est juste une suspension. On ne sait jamais au cas où. Et on est vraiment dans la dynamique de tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est qu'il y a toujours des demi-décisions. Il n'y a jamais de décision franche, nette, tranchée. Bon, c'est bon, on arrête, quoi. Ouais. Il faut savoir que c'est un produit qui est reconnu particulièrement dangereux parce qu'il est surtout utilisé sous forme de nanoparticules. Je dis rien parce que je sais que tu vas en parler derrière. Ah, bien sûr, hein. Allez, on passe à la suite. Donc, moi, ce qui m'a quand même assez perturbée, c'est qu'on l'interdit dans les aliments, mais par contre, on le laisse dans les dentifrices, dans certains produits cosmétiques et dans les médicaments. Moi, aux dernières nouvelles, le dentifrice, je le mets dans ma bouche et les médicaments, apparemment, ça passe aussi dans la bouche. Et si on le met dans les cosmétiques, je n'ai pas encore eu connaissance d'études scientifiques qui disaient que la peau était imperméable. Donc là, il y a quand même quelque chose qui me perturbe, quoi. J'avais envie de te dire, le dentifrice, tu n'es pas censé l'avaler, la crème pour enfin, les cosmétiques non plus, mais du coup, les médocs, si, on les avale, Voilà, mais le dentifrice, on en avale toujours un tout petit peu. bien sûr. Et même si on se rince la bouche, ça imprègne quand même la bouche. Donc, quand j'ai fait ce document, ça m'a laissé plus que dubitative, en fait. Alors, Elle est jolie, ma nanoparticule, non, quand même. c'est tout mignon. Très jolie. C'est trop cholé, voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup d'organismes non officiels qui font des recours auprès des instances européennes pour que justement cet additif soit définitivement interdit, surtout sous sa forme nanoparticulaire, parce que c'est celui qui est le plus utilisé sous cette forme-là. Donc, quand on lit, c'est celui qui est le plus utilisé sous cette forme-là, quid des autres? Oui, exact. Et en plus, enfin, ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi, et je sais que tu vas y venir, pourquoi du coup est-ce qu'on veut vraiment l'interdire sous cette forme nanoparticulaire? Quel est l'intérêt? Et en fait, on va du coup forcément vous parler des nanoparticules. Oui, c'est ça. S'il veut bien, il veut pas. Ah, s'il veut bien. Non, c'est parce qu'il a trouvé ça très, très beau. Donc, C'est il a ouais, mis l'image l'avait ébloui. voilà. Donc, alors, une nanoparticule, c'est une molécule qui est extrêmement petite, qui a la taille du nanomètre. Si vous voyez sur cette échelle de grandeur, on parle de l'être humain qui correspond à la voiture qui est à l'échelle du mètre. OK? Donc là, on va descendre tout ce qui est nanotransistor, donc tout ce qui est du domaine du microscopique, on tombe sur la taille de l'ADN. Donc du petit, de l'extrêmement petit au niveau cellulaire. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Mais donc, c'est encore plus petit en fait. Oui, c'est plus Hein? petit qu'une cellule humaine, puisque c'est de la Oui, taille de l'ADN. C'est d'accord. plus petit que la cellule. Plus gros que l'atome, plus petit que la cellule. Voilà. Ok. C'est quand même, on peut s'interroger, hein. Son nom l'indique, hein, de toute façon, la nanoparticule, voilà.
Voilà, c'est du domaine du nanomètre. Donc, c'est un assemblage, il faut savoir, c'est un assemblage moléculaire, donc ça n'a rien de naturel. Les nanoparticules à l'état naturel, ça n'existe pas. Excuse-moi, je suis en train de réfléchir en même temps. Je te vois, je suis en train de te regarder parce que je me dis, Moi, soit il y a des vous savez, les amis, commentaires. vous savez, les amis, quand on prépare ces émissions, je fais exprès délibérément de survoler en fait le travail que fait Nathalie uniquement pour pouvoir me mettre dans votre position en fait et de pouvoir poser des vraies questions, j'espère pertinentes, au fur et à mesure de l'émission. Et là, c'est-à-dire que techniquement, j'ai des questions qui me viennent et en même temps, je me dis, mais voilà, en fait, je suis un peu pantoise. En fait, ouais, je vais même te dire, pour que tu sois encore plus pantoise, tu prends une molécule naturelle. T'imagines qu'elle a par exemple du dioxyde de titane à l'état naturel. Tu lui mets la proportion de la planète Terre. Yes. Tu la transformes en nanoparticules, tu as une orange. Ouais, ça j'ai. Voilà. Ça j'ai. Ce que j'ai pas, c'est. Mais je sais que tu vas en parler après, mais du coup, je peux penser. Je me mets à la place des gens qui nous regardent, mais en quoi est-ce un problème, la nanoparticule en soi? Ben, vous allez Mis le à part voir. que ça n'est pas naturel. Bon, c'est pas naturel, très bien, mais il y a plein de choses qui ne sont pas naturelles non plus. Donc, on va continuer. Donc, alors, en fait, le fait de créer une nanoparticule, ça va changer les propriétés de surface. C'est-à-dire que, en fait, une molécule, c'est essentiellement du vide. On a des protons, des neutrons, enfin des éléments comme ça, et du vide, énormément de vide. Donc là, on va supprimer un maximum de vide, ce qui fait que tout ce qui est du domaine de la matière, entre guillemets, des cellules, vont toutes se retrouver au maximum à la surface. Donc, si on prend par exemple du fer, ça va rendre le fer encore plus dur. D'accord. Ça va démultiplier les propriétés originelles de la molécule de base, à OK. l'état naturel. Donc, si c'est une molécule qui est bien, ça va l'améliorer. En règle générale. Scientifiquement parlant, ça va améliorer ses propriétés. Voilà. Si On on va est dire dans le ça. cadre d'une molécule Ouais. comme le E171, du coup, ça va l'empirer. Alors, le E171, si on l'utilise pour sa propriété d'opacifiant, le E171 va être encore plus opacifiant sous la forme de nanoparticules. OK. Donc, d'un point de vue industriel, ça peut avoir des propriétés extrêmement intéressantes pour la solidité de certains matériaux, des choses comme ça. D'accord? D'accord. Là, ça peut avoir un intérêt technique. Sauf que là, on parle de nos assiettes. Là, on parle de nos assiettes. C'est ça, Voilà, les amis, là en où il fait, est le problème. voilà où Donc, parce que, Nathalie veut en ouais, venir. Voilà. ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. Parce que, en fait, on va vraiment changer sans savoir. Le problème, c'est qu'on change le monde matériel, mais sans savoir les effets à plus ou moins long terme que ça peut avoir. Oui, mais si ça peut avoir des effets, la nanoparticule en tant que telle peut avoir des effets positifs du coup. Ça peut, techniquement parlant, c'est censé. Alors, le truc, c'est que dans toutes les recherches que j'ai faites, c'est que si on reste dans le domaine du matériel, on peut supputer. Parce que même là, il y a quand même des choses où il y a des écrits où c'est pas clair non plus. On ne sait pas à moyen, long terme ce que ça va faire au niveau de la planète, etc. D'accord. On ne sait pas quelle incidence ça va pouvoir avoir. C'est vrai que d'un point de vue du génie industriel et autres, c'est extrêmement intéressant puisqu'on va donner à des matériaux des propriétés améliorées. Mais D'accord. comme on manipule, on fait de la manipulation de matière, eh ben, on entre dans une forme d'eugénisme, de création de choses, et on n'a pas de recul sur les conséquences que ça va avoir, en fait. C'est un peu, la nanoparticule, c'est un petit peu l'organisme génétiquement modifié en agriculture, quoi. À tous les niveaux. Pour faire un gros Voilà. raccourci.
Parce qu'une molécule de fer qui se balade dans la nature, on a bien une idée de ce que ça fait. Mais une nanoparticule de fer qui se balade dans la nature, qu'est-ce qu'elle fait? D'accord, on n'a pas de Quels vont être recul les dégâts encore. environnementaux, etc. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que sur l'humain, c'est que tout ça, la nanoparticule, avant d'arriver à pister une nanoparticule, voilà quoi. Ouais. On ne sait pas ce qui s'échappe, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas où ça fuite, etc. Ça se trouve, quand vous buvez de la flotte, vous en avalez, mais à tire-larigot, quoi. Sauf dans ce que tu as montré, Sauf que dans ce que j'ai montré, oui, parce que bien sûr. c'est des gourdes purifiantes. Mais Voilà, d'accord, quand c'est vous la des eaux sortez du purifiantes, donc robinet, là, on est tranquille. et encore, Et après encore, tout. on n'en Et sait encore rien. après tout, on a des filtres aujourd'hui qui sont très performants, mais effectivement, comme on n'a pas de recul sur la nanoparticule, peut-être que malgré tout, elle passe à travers le filtre. Là, on n'en sait rien. Peut-être qu'on ne fait que limiter la casse à ce niveau-là. Là, actuellement, c'est vraiment en plein boom depuis les années 90 et on n'a aucun recul là-dessus. Ok, ok, on continue. Yes. Donc, alors, il faut savoir que c'est un marché très, très juteux parce que c'est un marché estimé en 2008, je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent, qui était quand même déjà 700 milliards d'euros, rien que pour l'Europe. Hein. Les prévisions étaient à l'époque de 2000 milliards de dollars en 2015 et plus de 2 millions de personnes dans le monde. Donc, c'est un marché très, très, très juteux. Donc, c'est pour ça aussi, très certainement, que l'interdiction du 171 se fait au compte-gouttes parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont derrière monstrueux. Ok. Ça fait plaisir, hein? Oui, Alors, mais c'est un peu comme toujours. Bon, moi, je suis plus surprise maintenant, tu vois. On a la septième épisode, voilà, à chaque fois, on reparle de gros on sous. finit par être blasé, quoi. C'est dommage parce que ça salit l'énergie argent, alors que l'énergie argent, elle peut faire plein de choses pas mal aussi. On peut faire des choses extraordinaires Mm. avec l'argent. Mm. C'est une énergie phénoménale. Alors, les nanoparticules, on en trouve partout. On va trouver dans l'électronique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, ça, maintenant, vu ce que c'est capable de faire, c'est plein de nanoparticules. Parce qu'avant, ne serait-ce que pour passer un coup de fil en téléphone portable, on avait un pavé qui pesait 500 grammes il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Ah oui, il y avait déjà des portables il y a 30 ans, ouais. Ouais, en 96, moi j'ai eu mon premier portable. Il y a 25 ans. 25, ouais, mais ça existait déjà avant. Oui, non, il y avait des espèces de cabines téléphoniques là que tu Voilà, c'est trimballais, ça. Mais la déjà, valise et tout, on a, machin. voilà. Et on a été sur des choses extrêmement petites. Et là, on a ça, ce sont des petits ordinateurs portables maintenant. Mm. On arrive sur du vraiment très petit. On le retrouve dans les revêtements, donc dans tous les revêtements de surface pour donner des effets opacifiants, etc. On va le retrouver dans les textiles, tous les textiles de sport, etc. en particulier, dans les articles de sport pour les rendre plus performants. On va les retrouver dans les cosmétiques. Parce que, à votre avis, si quand vous mettez un fond de teint et qu'à la fin de la journée, vous ne brillez pas et qu'elle a gardé le même aspect, c'est pas parce que vous n'avez pas produit de sébum, c'est parce qu'on fait un effet visuel, mais vous avez toujours votre peau qui a transpiré du gras parce qu'elle est obturée par du fond de teint. Faut pas rêver. Hein. Donc ça, ce sont les nanoparticules qui permettent ça. On va le retrouver bien entendu en pharmaceutique, on va le trouver dans l'agroalimentaire, en aéronautique, en automobile, en chimie, en construction, en optique, etc. On le trouve partout et dans l'agroalimentaire aussi, dans les aliments. Donc, il faut savoir qu'en 2017, on le trouvait dans plus d'un millier de produits, d'accord? Parce qu'on est dans l'ère de la miniaturisation et c'est ce que ça permet, c'est de miniaturiser les choses au maximum. Donc, alors je vais mettre mes basiques là parce que j'ai écrit un peu petit. Oui, bah oui, tu fais des J'avais pavés grossi aussi. un Il faut petit que peu. j'arrive à les coller, moi, sur des images. Hein. Alors, le truc, c'est que on ne connaît pas vraiment les effets des nanoparticules sur le corps humain, enfin sur tous les êtres vivants en particulier, mais là, nous, on parle en particulier, nous, des êtres vivants, parce que ça ne s'élimine pas comme les composés qu'on appelle xénobiotiques, c'est-à-dire les composés qui sont étrangers à l'organisme traditionnel. Genre, vous mangez une côtelette, on sait comment elle va s'éliminer, la côtelette. Même si vous avalez un bout d'os par hasard. Ok. Là, on ne sait pas. On ne sait pas comment vit sa life, sa vie, une nanoparticule dans le corps.
il semblerait qu'il y ait deux voies d'élimination. La première, chimique, c'est-à-dire que les nanoparticules vont se diluer dans les fluides biologiques, les larmes, la sueur, les urines, pour les formes solubles. Mais il y a aussi des formes qui sont insolubles et qui s'éliminent principalement par les voies aériennes, respiratoires. Donc, quand vous vous mouchez, quand vous éternuez. Minute Covid-friendly, les amis, ce qu'il y a sur l'image, il ne faut pas le faire en ce moment. Vous gardez vos nanoparticules dans votre masque, s'il vous plaît. Ouais, merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, mais il faut savoir que votre système aérien et votre système digestif, au niveau de la gorge, du larynx, de la bouche, ok, ça communique, c'est les mêmes voies. Vous éliminez en permanence du mucus de votre trachée qui vient, soit vous allez la cracher, la boucher, oh merde, pardon. Pardon, ou vous allez l'avaler. Vous Quand passez je votre faisais une petite référence à une humoriste française. Laquelle? Quand elle dit « Oh merde, un glaire ». Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça, oh merde, un glaire. Et la majorité de vos glaires, bah, vous les avalez. Hein. Mais ça ne se fait plus de cracher, hein, c'est plus très à la mode. C'est pas, et puis, bon, moi, j'avoue que quand je vais marcher, je crache comme une folle parce que c'est très sain de cracher. Malheureusement, c'est quelque chose de très bon de cracher. Il faut cracher. C'est juste très dégueulasse, en fait. Bah, ça dépend où tu craches. Hein. Oui, voilà, bien sûr. Voilà, mais cracher, c'est un geste naturel et sain. Donc, forcément, la nanoparticule qui était censée sortir par votre nez ou par votre bouche, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart dans le tractus digestif et elle a gagné un tour gratuit. C'est sympa. C'est sympa, hein? Ouais. C'est cool, hein? Sympa. Donc, voilà. Donc, en fait, ça continue. Et il faut savoir quand même qu'il y a aussi une possibilité que certaines soient ce qu'on appelle phagocytées par les macrophages. Les macrophages sont des cellules du système immunitaire qui vont, par exemple, qui englobent ce qui n'a pas à être là, comme des bactéries, des choses comme ça, et qui les digèrent. Ben, certaines vont quand même le faire. Mais uniquement si elles sont agglomérées. Okay. C'est-à-dire que si vous avez quelques nanoparticules qui sont mises ensemble, là, le macrophage, il arrive, hop, hop, hop. Mais s'il y en a une qui est ça ressemble à une cellule presque, du coup. Voilà. Elles sont agglutinées. Mais si elle est toute seule, le macrophage, il passe à côté. Il ne la voit pas, c'est trop petit. Voilà. C'est trop petit. Donc, après, elle va se promener. Voilà. Bien. Cool. Ouais. Alors, en alimentation seulement, il faut savoir qu'il y a plus de 300 nano-aliments qui sont répertoriés depuis 2017. Je n'ai pas trouvé de liste mise à jour, au moins pour 2019. Okay, donc, c'est des centaines de milliards de dollars, avec en pole position, bien entendu, les États-Unis. Ils sont très forts sur la transformation de l'alimentation. Et derrière, on a le Japon et la Chine. En France, on n'a quasiment pas d'informations. Par contre, l'étiquetage n'est pas obligatoire sur notre pays, dans notre pays. Jusqu'en 2017. Oui, mais l'obligation d'étiquetage, ça appartient à 10% dans les denrées alimentaires. 10%. On est sur de la nanoparticule. La nanoparticule, c'est du nanopoids. Pardon. Non, mais attendez. 10% de nanoparticules, ça doit être la misère, quoi. J'aime bien. C'est du nanopoids. Alors, avant qu'on ait 10% de nanoparticules en poids dans le bazar, ouais. Hein? Oui. On a le temps. Ils ne sont pas obligés de changer leurs étiquettes, quoi. Ça va. Non, ça va aller. Ouais. C'est bien. C'est cool, hein? Je vais peut-être y aller, moi, en fait, là. Ah non, tu as besoin de moi pour tourner les pages. Il nous en reste encore 3. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On se pend ou quoi? Comment ça se passe? Je ne sais pas. Allons manger nos carottes bio, ça ira bien. Oui, voilà. Donc, alors, les risques pour la santé. Le problème, c'est que les nanoparticules sont partout. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de visu sur les impacts.
Parce qu'en fait, mine de rien, elles ont des caractéristiques qui sont différentes des objets plus gros, puisqu'elles ne réagissent pas de la même façon. Donc, même si on maîtrise, je reprends à nouveau l'exemple du fer, si on maîtrise, le fer, le comportement du fer, d'une manière générale dans ses utilisations, et bien là, on ne sait pas. On joue au petit chimiste. Parce qu'on ne sait pas comment va réagir la nanoparticule de fer. Et c'est pour tout pareil. On n'a aucun recul dessus. Aucun. Et ça, c'est justement lié au fait que la surface est vraiment très, très spécifique. Et que comme il y a beaucoup plus d'éléments en surface, il y a beaucoup plus d'interactions avec les organismes vivants. Et surtout, c'est que sa taille et cette surface font qu'ils ont des coefficients de pénétration dans les organismes beaucoup plus importants que leur homologue macroscopique. C'est cool, hein? Donc, en fait, une cellule d'organisme, ce n'est pas un vase clos. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas étanche. Il y a des molécules qui… Une cellule, ça respire. Donc, il faut bien clair, l'oxygène rentre dedans. Donc, des molécules d'oxygène peuvent rentrer dans une cellule pour qu'elle respire. Et les molécules, donc, une fois que le système qu'elle a respiré, la cellule, elle va évacuer, par exemple, du gaz carbonique. C'est le truc le plus simple, c'est la respiration cellulaire. Donc, si une molécule d'oxygène est plus grosse qu'une nanoparticule, ça veut dire que les nanoparticules peuvent passer dans la cellule. Oui, bien sûr. J'en sais rien par rapport à la taille justement du système, comment ça marche. Mais si une grosse molécule passe, ben la nanoparticule, elle passe. Hein. Oui, c'est clair. C'est clair et net. Hein. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que leur petite taille est aussi fait que ça pénètre vraiment partout dans l'organisme, de la circulation sanguine, donc on peut en avoir dans le sang, sans problème, puisque nos vaisseaux sanguins aussi ont des portes d'entrée et des portes de sortie, donc ça peut pénétrer, mais que ça passe aussi dans tous les organes. On peut en avoir dans chaque organe. Et ça passe les barrières de protection de l'organisme, la peau, le placenta et la barrière hémato-encéphalique. Donc, on peut même en avoir dans la cabessa. La quoi? La cabessa, la tête. Tout le monde ne parle pas le patois. Il faut parler à tout le monde comme il faut, madame. Hein. C'est l'espagnol. Sinon, ils ne vont pas comprendre, hein, les gens. Voilà. En fait, nanoparticule, vous prenez un cheveu, c'est 50 000 fois plus petit qu'un cheveu. C'est plus petit que les particules atmosphériques ultra fines, celles pour lesquelles on met des pots catalytiques à nos bagnoles. C'est bien. D'habitude, j'ai beaucoup de choses à dire quand tu nous apprends des trucs, Nathalie, mais là, je suis sans voix. Ouais. Donc, on est vraiment en train de jouer au petit chimiste. Alors, ça sert aussi de cheval de Troie, dans le sens, c'est que ça attire, la nanoparticule a une particularité, elle absorbe, elle a beaucoup de force d'attraction pour les particules toxiques. Donc, elle est toute petite, elle prend des particules toxiques avec elle et plouf, elle les emmène là où elle ne doit pas aller, en fait. Et les particules toxiques pénètrent encore plus facilement dans notre organisme. Alors, il y a eu un rapport qui s'appelle « L'évaluation des risques liés aux nanomatériaux » qui date de mai 2014. L'ANS, qui est je ne sais plus comment c'est. J'ai un trou de mémoire d'un seul coup. Là. Attends, je l'avais… Je quitte 2 secondes le live, je vais chercher. Vas-y, continue. Voilà, fais-nous un petit… quel est mon ami, ok, a vraiment pointé justement ces effets mal connus de ces technologies nanoparticulaires. Okay. Par contre, ce qui a été remarqué chez les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les végétaux, d'accord, c'est que y a un effet cumulatif et persistant à long terme. Donc, l'ANS, c'est…
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Voilà. Je pense que c'est pour ça que j'aime pas. J'en ne retiens pas parce que quelque part, il y a quelque chose qui me, qui me parasite chez eux. OK, allez, je suis revenue. Si jamais il y a des questions, je suis revenue. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'il y a des retards de croissance, des anomalies ou des malformations dans le développement ou la reproduction. On a quand même des troubles neurologiques, des phénomènes d'immunosuppression. C'est quand même, c'est-à-dire que l'organisme n'est plus capable de se défendre contre les agresseurs extérieurs. On a de l'hypersensibilité et de l'allergie. On a remarqué chez les animaux quand même des effets cancérigènes. C'est cancérigène, c'est prouvé. C'est pour ça que ça a été interdit, parce que là, c'est prouvé. En particulier avec le cobalt et le nickel. Et en fait, des nanotubes, parce que les nanoparticules ont différentes formes, des tubes, des filaments, enfin, il y a plein de trucs. C'est un monde, c'est très, très complexe. Hein. Il n'y a pas que des boules, hein, il n'y a pas que des sphères. Il y a des tubes, des filaments, enfin, il y a vraiment plein de choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un effet antimicrobien des nanoparticules. Donc, ça va avoir un effet dévastateur sur l'environnement. Parce que ce qui fait que notre Terre est riche, c'est la quantité de microbes qu'elle contient. Ce sont toutes les bactéries qui font sa richesse et qui font qu'on a une terre qui est riche et nourrissante, avec des aliments qui sont nutritifs. Donc, vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on peut arriver à avoir une terre où il n'y a plus rien. Juste de la poudre morte. Alors, on a Marie-Odile qui dit « Il ne faut pas s'étonner de toutes ces maladies orphelines et endocriniennes si on s'empoisonne avec tout cela. » Bien sûr. Bien sûr. Elle a entièrement raison, Marie-Odile. Il ne faut pas qu'on s'étonne de voir apparaître des maladies qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et en telle quantité. Donc, il faut savoir quand même qu'on n'a aucun retour sur les effets des nanoparticules sur l'humain parce qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques, il n'y a pas d'études qui sont faites en fait. On n'en sait rien. Okay. On en fout partout, mais on ne sait pas ce que ça fait. Oui, on verra après. Hein. Ouais. De toute façon, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Ben voilà. Non, parce que sinon, qu'est-ce que quoi? Parce que c'est bien beau ce cours sur les nanoparticules qui était, je pense, les amis, difficile à avaler parce qu'il fallait que ce soit court, concis au possible et qu'on essaie de vous expliquer un petit peu ce que c'était que tout ça. Si jamais vous ne connaissez pas la nanotechnologie, hein, concrètement, on part au départ de micro-robots pour devenir des microparticules de substances existant déjà, justement pour leur donner des effets démultipliés. J'ai fait un bon résumé? Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que quoi? Pourquoi on parle de ça dans La mort dans l'assiette? Ben parce que justement, le dioxyde de titane franchit en particulier la barrière intestinale, que ça rentre dans le sang, que ça finit dans le foie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on en retrouve partout, partout, partout. Et ça reste, et ça imprègne tout l'organisme. Et qu'est-ce qu'il y a? Il faut quand même savoir que vraiment, ça se loge, le dioxyde de titane, dans les cellules immunitaires qui sont dans l'intestin. Et l'intestin, c'est quand même tout notre système immunitaire qui est fabriqué là, à ce niveau-là. C'est notre principale porte de protection. Donc, en fait, c'est immunosuppresseur et ça vient en plus détruire nos cellules immunitaires. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à la moindre petits trucs qui passent, bim, on est malade. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que le E171 ou dioxyde de titane est pour la plupart du temps utilisé sous forme de nanoparticules. Donc, voilà pourquoi le lien entre ce cours théorique qui vient de se passer et la mort dans l'assiette. Exactement. Donc, dans nos aliments, mais là, on parle du E171, même si pour le moment, il est suspendu dans l'alimentation, mais moi, ce qui m'a vraiment interrogée, c'est de me dire, mais et les autres? Oui. Et les autres? Les autres. Et de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, on va remettre les choses à leur point de départ. Depuis le début janvier 2020, il a été suspendu pour une année avec pas tacite, mais reconduction possible.
sachant que les industriels avaient 8 mois pour écouler leur matos. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, dans vos placards, il y en a encore. Mhm. Parce que les choses, comme elles ont des dates de péremption hyper longues, surtout quand c'est chimique, enfin, du moins quand ça a été industriellement modifié, et c'est dans ça qu'on va trouver du E171, hein. Ce n'est pas dans la carotte que vous avez dans le jardin, hein, c'est clair. Donc concrètement, au jour d'aujourd'hui, dans les placards des ménagères, il y en a encore. Dans la pharmacie. Dans la pharmacie, exact. Parce que votre dentifrice là, qui vous fait les dents blanches alors que les dents n'ont jamais été blanches, une dent, c'est jaune, c'est couleur ivoire, mais une dent, c'est pas blanc, rêvez pas. Ce qu'on vous colle dessus, c'est justement un effet d'optique par réflexion de la lumière, absorption des UV, et résultat, vous avez un effet ultra Ultra bright. bright. Ultra bright. Donc, voilà. Bon, et il faut savoir que c'est extrêmement inflammatoire au niveau des intestins. Il faut savoir que dans la rate, alors la rate, c'est quand même là où c'est c'est l'usine de gestion des globules rouges. C'est l'usine de triage. C'est là que tous les globules rouges passent et où ils vont être détruits pour justement quand ils sont trop vieux. Mais tous les globules rouges passent par la rate. Donc forcément, un globule rouge, il y a une forte propension qu'il y ait des nanoparticules qui viennent hop là, je vais me mettre avec dans le globule rouge et que ça fait le tour. D'accord. Il faut savoir que quand même, ça a développé, on a retrouvé des cellules précancéreuses au niveau des intestins. On a retrouvé, on l'incrimine de plus en plus dans ce qu'on appelle le cancer colorectal. Il y a de fortes incriminations parce qu'on en a retrouvé parce que quand on fait il y a beaucoup, comme il y a une grosse prolifération du nombre de cancers colorectal. D'ailleurs, quand vous avez passé 50 ans, vous recevez quasiment tous les 3 mois, venez vous faire dépister du cancer colorectal dans votre boîte aux lettres. C'est parce qu'il y en a tellement. Donc, si on dépiste, on enlève, on trouve, ça part dans des laboratoires qui vont faire des recherches et essayer de comprendre pourquoi vous chopez un cancer colorectal. Donc, on est arrivé à mettre en relation la recrudescence, enfin cette augmentation phénoménale du cancer colorectal avec la présence du E171 sous forme de nanoparticules. Donc, on sait que c'est dangereux, que c'est nuisible à notre santé. C'est avéré d'un point de vue médical. Ne serait-ce que pour cette pathologie-là, ça devrait être interdit, puisqu'on sait que ça entraîne des cancers colorectals. Mais il faut savoir que ça affecte en particulier les enfants, qui sont moins capables de se défendre vis-à-vis de ça. Donc, c'est quand même extrêmement gênant. On a même retrouvé dans des fois qui avaient subi des œdèmes, on en a retrouvé dedans. Ça entraîne des lésions cardiaques. Ça entraîne des modifications cellulaires au niveau de l'estomac. En fait, ça change notre corps, ni plus ni moins. Ouais, c'est de la modification de l'ADN, comme toujours en fait. Quand on se retrouve avec tous ces additifs quelque chose, on en revient toujours au même à un moment donné dans nos émissions. On parle de la modification de notre ADN. C'est quand même, voilà. Voilà. Moi, ça m'a, quand je l'ai fait, ça m'a laissé, je dirais pas rêveuse, mais pensive, hein, parce que je me suis dit, jusqu'où on a été, quoi. Ouais, jusqu'où on va. Jusqu'où on va, ouais. Donc, il faut quand même savoir que l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRA, a démontré que lorsque cette substance, le E171, est présente dans l'alimentation d'une femme enceinte, ça traverse la barrière du placenta et on en retrouve dans les fœtus. Donc, on contamine les enfants avant qu'ils soient nés. En plus, il faut savoir que ça rentre mais vraiment au plus profond de la cellule, même chez le nouveau-né, quoi. Même chez l'enfant en cours de conception. Donc, voilà. Et on le retrouve aussi dans l'alimentation, comment dire, même dans l'alimentation infantile, il y en a. Voilà.
Et il n'est suspendu que concernant son utilisation dans l'alimentation, pour le moment. Mm. Pas pour le moment. On ne sait pas, là. Voilà, on ne sait pas. Bah, c'est un peu le même principe que dans l'industrie, les pesticides néonicotides. Oh, je ne sais plus comment, les néonicotides Nicotine, d'accord. qui détruisent les abeilles, qui ont été interdits, qui sont à nouveau autorisés. Oui. C'est comme le Roundup qui était interdit, qui est à nouveau autorisé. Donc voilà. Donc on va faire du conspirationnisme, hein, parce qu'il y a un moment donné, on est gentil, mais pas que. Donc ce qu'on a vu, c'est que les nanoparticules entraînent vraiment des substances qui sont extrêmement toxiques avec elles. Et si on pousse notre imagination un tout petit peu plus loin, il ne faut pas trop forcer, hein. Si quelqu'un a eu l'idée tordue pour mettre du caillou dans notre alimentation, pour que ce soit plus blanc que le banc, que ça fasse plus joli, etc. Pourquoi quelqu'un se priverait d'utiliser la propriété de captation des nanoparticules pour y ajouter des substances qui pourraient modifier certaines de nos fonctions, en modifiant notre génome, qui pourraient éventuellement provoquer des troubles, des modifications, ou nous rendre, je ne sais pas, plus cons, plus intelligents, je ne sais pas quoi, ou entraîner plus de types de maladies, etc., etc. Qui va l'empêcher? Si on est capable de le faire dans un sens, pourquoi on n'est pas capable de le faire dans l'autre? Moi, je vous pose la question, hein. Donc, ils te plaisent, ces deux-là, hein. Ouais, je sais qu'ils te j'adore plaisent. celle-là. Ouais, ils te plaisent. J'ai Je trouvé ça savais qu'ils te plairaient. extraordinaire. Donc, en fait, il faut savoir que l'industrie pharmaceutique utilise cette technologie justement pour modifier le génome humain dans certaines, pour essayer, pour guérir certaines pathologies. Donc, c'est pas de l'imaginaire. On utilise cette technologie pour modifier le génome quand il y a des pathologies dites héréditaires, etc. C'est déjà fait. Donc, comme on dit, qui peut le bien peut le mal. Donc, voilà. Nous allons vous laisser méditer sur cette hypothèse. Alors moi, il y a une question que je propose toujours à tout le monde de se poser pour quel que soit le sujet, vraiment. Alors déjà, tu as utilisé le mot conspirationnisme, je voudrais faire un petit laïus rapide là-dessus. Peu importe ce que vous pensez du mot conspirationnisme, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les gens utilisent le conspirationnisme pour détruire le conspirationnisme, concrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même avec des bonnes intentions, il y a des gens qui balancent à gogo des choses sur les réseaux sociaux, des trucs qui s'avèrent être totalement faux, des grosses boulettes, des erreurs, des machins et des trucs. Et ces gens-là, si vous en êtes, vraiment les amis, je lance un appel, arrêtez parce que vous niquez la cause. Concrètement, vous niquez la cause. Je donne un petit exemple tout bête. Cette semaine, j'ai emmené ma fille chez l'orthodontiste. Non, c'était la semaine dernière et j'ai entendu un peu en marchant dans la rue parce qu'à cause du coronavirus, on ne peut pas aller avec les enfants chez l'orthodontiste. Et je suis passée devant un labo qui reste un labo avec des gens qui font leur travail à l'intérieur, d'accord? On trouve que le travail soit bien, pas bien, n'est pas le sujet. Ce sont des gens, des employés qui font leur travail à l'intérieur du labo. Et sur les fenêtres, il y avait des tags, il y avait marqué collabo. Et franchement, à un moment donné, j'avais envie de faire vraiment un live, enfin, de faire un truc de filmer, de dire à quel moment vous pensez qu'en écrivant collabo sur les fenêtres d'un laboratoire, les gens vont vous écouter. À quel moment vous pensez ça? En détruisant le bien d'autrui, vous pensez que les gens, ils vont dire « Ah ouais, les mecs qui pensent aux conspirations, ils ont raison. » Non, en fait, vous êtes des gros bouffons, les gens. Donc, quand vous partagez de la merde sans vérifier vos sources sur les réseaux sociaux ou n'importe où, vous niquez la cause. Vous niquez la cause. La vraie bonne question à se poser, que vous soyez conspirationniste ou non, on s'en bat les cacahuètes. La seule vraie question à se poser à ce sujet, c'est quand il y a quelque chose qui vous fait titiller un petit peu là-dedans, demandez-vous juste à qui profite le crime. C'est tout.
et vous aurez votre propre réponse. Je vous invite, quand vous voyez une vidéo, quelle qu'elle soit, sur le Covid, c'est un mensonge ou c'est pas un mensonge, ou c'est les vaccins, c'est de la merde, ou tout ce que vous voulez, parce que c'est le sujet du moment, ou le 11 septembre, c'était pas vrai, ou on n'a pas marché sur la Lune, ou la Terre est plate, ou je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Là-dedans, il y en a des aberrantes, et comme il y en a des probablement vraies. Hein. Je vous ai fait un laïus, enfin, une petite liste non exhaustive exprès de tout ce qui peut être de la merde et tout ce qui peut ne pas en être. Si à un moment donné, vous voyez une vidéo, quelqu'un vous dit, même nous, quand on vous parle de quelque chose, allez vous renseigner vous-même, recoupez vos informations. Moi, je vois tellement de gens qui voient une vidéo faite par un mec qu'on ne sait pas d'où et qui, tout d'un coup, rebalancent la vidéo. Ah, c'est un scandale, machin truc. Mais à quel moment tu as vérifié l'info? Je suis désolée, je vais faire un truc qui n'est pas bien parce que ça va incriminer mon ex-compagnon, mais il m'a topé hier dans la rue en me disant, tu ne fais pas faire le test à notre fille, hein, le test Covid, hein, parce que dans les écoles, ils veulent obliger, machin truc, bidule chouette. Alors j'ai dit, attends, moi j'ai reçu un courrier comme quoi c'était sur la base du volontariat, si on avait envie, c'était OK. Et même si on avait envie que c'était OK, la dernière minute, si l'enfant ne veut pas avoir le truc dans le pif, tout est OK, il ne sera pas obligé de le faire. Ça, c'est l'information que j'ai réellement reçue par email de l'école. Je vais faire un petit tour après sur son profil pour voir de quoi il s'agissait en fait. Et il y a un placard comme ça où il y a marqué oui, si jamais les enfants refusent de se faire le test, ils vont être à l'isolement pendant 7 jours, machin truc. Par contre, sur le truc, il n'y a aucun papier officiel, enfin, il n'y a aucun nom, rien du tout. À un moment donné, juste allumez votre cerveau. Je sais tout ce que je vous demande. Allumez votre cerveau dans un sens comme dans l'autre. Ne vous faites pas embobiner par des trucs complètement aberrants pour qu'on vous fasse avaler des couleuvres. Mais dans un autre sens, ne devenez pas conspirationniste parce qu'il faut l'être. Enfin, je veux dire, voilà. Faites-vous vos propres opinions. Allez chercher vos propres vérités. Il y a des trucs qui se passent dans le monde, c'est clair, net, qui sont des trucs qu'on nous cache. Et parce que ça arrange, ça fait gagner de l'argent en général. Hein, c'est l'idée, hein, les gens gagnent plein de pognon grâce à ça, sur le dos des petites gens comme nous. C'est vrai, mais à un moment donné, il y a des trucs qui sont tellement gros qu'il faut arrêter le délire. Et là, vraiment, je suis un peu relou, c'était pas prévu. Mais puisqu'on en a parlé, je lance cet appel parce que ça m'insupporte. Je suis ce qu'on pourrait dire une conspirationniste, je le claironne haut et fort, mais je ne partage pas des sornettes. Donc voilà, c'est tout. C'était mon appel du soir. On a perdu tout le monde, je parie, mais tant pis, c'est comme ça. C'est pas grave, parce que le but du jeu, c'est pas tellement de convaincre tout le monde, mais si déjà on fait bouger une personne, cette personne fera bouger une autre personne, qui fera bouger une autre personne, qui fera bouger une autre personne. Le but du jeu, il est là. C'est pas le but du jeu, c'est pas de tout révolutionner. Si on révolutionne tout, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si vous mettez tous à manger bio, à faire attention, à faire votre jardin, etc., youpi, c'est le maximum. Mais s'il n'y a qu'une personne parmi vous qui change, on a tout gagné. Exactement. On a tout gagné. Allez, la suite. La suite. Alors, ben voilà, on pourrait en passer des heures, des heures, des heures et encore des heures, voilà. Donc, en fait, ce qui était intéressant avec le E171, c'était vraiment de mesurer l'impact et jusqu'où le génie, entre guillemets, humain peut aller pour nous faire avaler n'importe quoi parce que ça va, parce que pour des intérêts purement économiques, il ne faut pas rêver de toute façon. Donc, c'est uniquement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est vraiment dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Et l'impact sur le vivant, on n'en a aucune idée, aucune idée, aucune idée. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on prenne conscience que c'est un effet de mode d'utiliser, c'est quelque chose, c'est à la mode, on en met partout, etc. En plus, vu le type de structure, c'est pas du tout recyclable. Même une barre métallique faite de nanoparticules, on ne sait pas quoi en foutre. On ne sait pas la recycler. Donc, j'aimerais bien quelque chose. Ça va, hein? J'avais une petite idée là pour la recycler, vite fait. Bon, c'est. Ah, ça fait mal à la planète, à toi aussi, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Donc, on ne sait pas du tout où on va.
Non, mais moi, ça me désespère parce que je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. On en est réduit à ça, quoi. Ouais. Donc, mais en fait, le truc, moi, je rabâche, ça fait des années que je le dis, ça va bientôt faire des décennies que je le dis, mais purée, on a un pouvoir monumental, c'est le pouvoir de notre porte-monnaie. À qui va notre argent? Qu'est-ce que vous faites avec votre fric, bordel? C'est d'énergie, mais faites-en un bon usage. Si on arrête d'acheter, ça sera plus fabriqué, bordel, Ça me rappelle quelqu'un bah tiens, qu'on cite régulièrement. bah tiens, voyons. Ouais, quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête d'en acheter pour qu'ils arrêtent d'en faire, Bah on voilà. cite Coluche. Exactement, il a rien inventé. Donc on peut aller vers le naturel. Il y a plein de possibilités pour se soigner, déjà on commence par ça. C'est vrai que même la médecine fait des choses extraordinaires. Vous avez une patte cassée, c'est pas en vous entortillant la jambe avec de l'ortie pour le moment que ça va fonctionner. Faut arrêter les conneries. Il vous faut un plat, il vous faut un plat, il vous faire vous opérer quand c'est nécessaire. Mais même une vésicule biliaire, moi, tous les gens que j'ai eu en consultation pour des problèmes de vésicule biliaire qui devait se la faire péter par un chirurgien, eh ben, aucun n'a eu sa vésicule biliaire de sauter. Ils ont tous gardé leur vésicule biliaire. Ça se nettoie. Ça ne s'enlève pas automatiquement. Tu fais d'abord un nettoyage, ça n'a pas marché, éventuellement, tu en fais un deuxième, un troisième, et si ça ne marche pas du tout, là, tu fais sauter ta vésicule biliaire. Mais ce n'est pas au moins de petit j'ai balle, boum, allez hop, on fait sauter le machin. Non, il faut arrêter, quoi. J'ai une Je, patiente cette semaine avec ce cas-là. je vais voir un coup d'eau pour me calmer. Ouais. Non, mais j'ai une patiente avec ce cas-là cette semaine qui a un souci à sa vésicule et elle est venue me voir pour qu'on fasse un soin. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a une échographie la semaine prochaine, donc on va pouvoir voir en plus avec un vrai visuel ce que le soin a donné sur la présence d'un polype en fait au sein de la vésicule. Euh, Il y a plein de facteurs qui entrent en compte dans la médecine holistique. Donc, il y a eu le soin, il y a d'autres choses autour. Je vais donner plein de conseils. On est sur un court terme, hein, donc peut-être que le polype sera encore présent la semaine prochaine. Mais le but de cette patiente, c'est de ne pas aller au bloc opératoire. Mhm. Elle n'a pas envie. Et un polype, c'est qu'un polype. Hein. Mm. Mais bon, enfin, la première fois qu'ils l'ont vu, ils ont déjà commencé à parler de retirer la vésicule avant d'avoir vu le polype. Hein. Ouais, Ah, ça non, doit mais. être des calculs, on va tout enlever, hop, hop, hop. Mhm. Non, non, Ouais. vous allez voir un chirurgien, il est tout de suite excité du bistouri, il ne faut pas rêver. C'est son gagne-pain. Hein. Ça me rappelle mes déboires du mois de septembre. Si vous êtes sage, un jour, je vous raconterai. Ou si vous voulez vraiment le savoir, venez me voir en privé, je vous raconterai mes C'est un peu déboires un avec lien le avec la barre chirurgien. de fer nano. En rapport avec la barre de fer, ouais, c'est ça, on en est presque là, ouais. 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 Allez, on va continuer parce que le temps passe. Donc, ben, en fait, il y a des choses, c'est clair et net, là où on en est, il y a des choses qu'on ne peut plus éviter. Là, on en est à un stade que il faut vraiment, 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 et en plus, on est en pleine période, faites des détox. Faites des détox à chaque intersaison. Nettoyez-vous. Vous videz vos poubelles chez vous. Ben, videz les vôtres de poubelles. C'est important. Faire des détox, c'est essentiel. Là, si avec cet épisode, vous ne l'avez pas compris, moi, je ne sais plus comment faire. Hein. Je ne sais plus comment faire, je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais plus. Là, si c'est le seul moment où on va pouvoir éventuellement avoir une action. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire une vraie bonne détox avec des produits qui vont être qui vont être des vrais capteurs, qui vont avoir une vraie force de chélation, qui vont vraiment faire quelque chose d'efficace. Et qui n'ont pas de nanoparticules. Oui, oui, tant qu'à faire. Non, Petit rappel pour préciser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une intersaison. C'est la période qu'il y a entre chaque saison. Donc, il y a la saison d'hiver, la saison de printemps, la saison d'été, la saison d'automne. Elles sont toutes coupées, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas coupé, c'est confondu avec une intersaison, parce que coupé, ce n'est pas le terme. Les intersaisons se calculent tous les ans. Donc, rapprochez-vous de votre praticien en médecine holistique. Hein. En règle générale, c'est le mieux pour avoir les dates des intersaisons. La prochaine, ça commence le 28 ouais. janvier avec la pleine lune.
Elle dure le temps d'un cycle lunaire et c'est le moment où on va quitter tout doucement l'hiver. Et ça, j'en suis pas mécontente, je dirais, parce que j'en ai marre de l'hiver là. J'aime bien l'hiver, mais là, cette année, il était pff. Donc, je suis bien contente que ça arrive, qu'il va s'en aller gentiment. Pour laisser place gentiment au printemps, il faut savoir qu'on a des dates dans le calendrier qui correspondent aux solstices et aux équinoxes. Ça n'est absolument pas le début des saisons. Ce n'est pas le début du printemps, le 21 mars, c'est le L'acmé. point le plus, l'acmé, voilà, le point le L'acmé. plus haut du printemps. Donc, le printemps arrive gentiment pendant l'intersaison. Là, il se mélange avec l'hiver. C'est un petit peu à ce moment bâtard, vous allez le reconnaître, où c'est plus vraiment l'hiver, mais c'est pas encore le printemps. Vous dites, c'est un peu bizarre le temps en ce moment. Bah, c'est une intersaison. Ça marche Voilà. aussi pour l'été, pour l'automne et pour l'hiver. Ça marche à chaque fois. Vous pourrez, si vous êtes attentif, vous verrez qu'effectivement, le climat, il est bizarre à ces époques-là. Il ne sait pas trop où aller. Je ne sais pas si j'ai envie d'être froid ou si j'ai envie de commencer à faire venir des bourgeons. Je sais pas, je réfléchis encore. Et c'est le moment idéal pour notre corps de se nettoyer. Et nous préconisons, et nous faisons, nous ne faisons pas que préconiser, nous faisons des détox 4 fois dans l'année à chaque intersaison. Ouais. À nous, justement, le but du jeu, c'est que si on vous dit faites, c'est qu'on fasse. On commence d'abord par soi. Donc l'adage fais pas comme n'en écoute pas ton médecin, fais comme lui boit du bon vin, ça marche pas avec les praticiens enseignants en médecine holistique. Non, non. En général, on n'est pas parfait, hein. Non. On n'est pas parfait et parfaite, mais en général, on fait ce qu'on dit. Et des fois, on fait un petit peu les foufous comme tout le monde, hein, mais en général, on fait ce qu'on dit. On fait ce qu'on dit, ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Allez, on va vous laisser le temps parce que c'est écrit en tout petit et il y en a plein, 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 plein de prendre les références. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est carrément un imprimé écran, hein, un screenshot de la slide, là, de votre écran. Comme ça, vous aurez le temps tranquillement d'aller taper sur Internet tous les liens des sources qu'a utilisé Nathalie pour nous faire ce joli cours magistral sur les nanoparticules et le E171. J'avoue, parce que je me positionne comme vous, les amis, que celui-ci était un peu imbuvable. Je l'avoue, c'était plus compliqué que les autres fois, mais je pense que ça ne peut pas être tous les jours rigolo et simple à comprendre. Il y a aussi des moments où il faut essayer de capter des choses. Il y a aussi des moments où on n'a pas les réponses à tout. La preuve, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il en est du E171. Et peut-être qu'on ne le saura pas avant de nombreux mois. On ne sait pas non plus ce que ça donne les nanoparticules parce que si les scientifiques savent déjà pas, c'est pas nous qui allons le savoir. Donc, nous ne sommes pas la science infuse, nous sommes des chercheuses et des Quêteuse, partageuses. partageuse. Aime bien moi, aime bien Mm. ça. On cherche et on partage. Et Mm. des fois, on se plante, hein. Enfin, jusqu'à présent, personne n'est venu nous dire oh là 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 là, pas du tout. Donc, c'est qu'on n'était pas trop dans le mal, mais on peut se planter. Donc, si quelqu'un voit ce live, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, et tout d'un coup se rend compte qu'on a dit une immense connerie, il faut venir nous le dire. C'est important. Parce que du coup, on fera un erratum la prochaine fois. Erratum, erratum. Mais c'est vrai que Erratum. c'est tellement complexe, cette histoire de nanoparticules, c'est comment on va pouvoir le dire de manière le plus simplifiée et, comme tu dis, le plus digeste possible, parce que c'est quelque chose de... J'ai vraiment essayé de tirer l'essentiel pour que ce soit un tout petit peu comestible, hein. Oui, puis on va avouer aux gens que c'est pas ton fort. Le comestible comme ça, non, ça, c'est pas un truc, C'est ça me pas fait la pas. spécialité de Nathalie. Nathalie, elle a quand même une formation, elle ne l'a pas dit parce qu'elle elle veut plus, mais elle a une formation d'infirmière. Donc, elle a forcément des termes et des choses comme ça qu'elle va capter plus facilement que le commun des mortels, donc que moi, par exemple. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien aussi que je fasse, quand je fais les slides, je vous avoue vraiment, je survole de quoi ça parle, je regarde s'il y a des erreurs d'orthographe, machin truc, vite fait, paf, 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 mais je ne rentre pas dans le sujet. Parce que je veux être comme vous au moment de l'émission, c'est être, bon, voilà, j'écoute, et s'il y a un truc que je ne comprends pas, je vais le dire, parce que c'est important d'approfondir. Parce que vous êtes timide hein, sur le live, là, sur Facebook, hein. Vous faites Ils des sont petits morts. messages, des petits coups, mais personne ne pose de questions. Qu'est-ce que tu dis, Nathalie? Ils sont morts. Non, non, ils ne sont pas morts, ils sont là, hein. Mais voilà, ils sont un peu timides, ils n'osent pas poser des questions et tout. Donc, du coup, il faut bien que je fasse la celle qui ne comprend pas tout puis qui pose des questions. Merci d'avoir été là, en tout cas, les amis. Ça Merci. fait plaisir. Il y a quelques
quelques suiveurs depuis le début qui sont toujours là, même qui des fois des gens qui me font un petit message en privé qui me disent à tout à l'heure parce qu'ils me disent qu'ils vont être là. Mais j'adore, je trouve ça génial parce que au moins on sait qu'on fait pas ça pour rien. Ouais. La chaîne YouTube, ça s'appelle Vivre selon sa nature. Si vous voulez le lien, vous me le demandez en privé, vous demandez dans le chat, enfin pas le chat, dans les commentaires, on va vous le mettre, c'est pas de problème. À dans 15 jours pour un autre méga sexy petit quelque chose dans notre assiette. À chaque fois, je me dis, là, il en reste 3. Je me dis, bon, allez, le prochain, il va être tout mimi. Non. Mais en fait, tu les avais pas classés du plus cool au plus pire? Non, j'ai pris, en fait, j'ai trouvé une liste et je les prends un par un. Je me Ouais, les mais je fais. pense que la personne qui a fait la liste, elle nous fait des petites surprises comme ça. Ouais, C'est je du plus crois. cool au plus pire. Voilà, c'est Je possible. sais pas, il en reste encore 3, je sais pas où on va alors. Hein. Non plus, j'en sais rien. Si j'ai commencé à en travailler il est pas mal non plus. Voilà, ouais. Je pense que l'épisode 10 va être. Ça va être interdit au moins de 18 ans, l'épisode 10. Hein. Merci les amis, bonne soirée à tout le monde. Merci Bonne d'être soirée tout là. le monde. Et à dans 15 jours, au même endroit, à la même heure. Vous inquiétez pas, on commence déjà à penser à ce qu'on va vous faire après la mort dans l'assiette. Yes. Ciao, ciao tout le monde.